Vas-y, Gilles. Alors merci pour l'exposé très intéressant, il y aura plein de questions. Mais moi j'ai une question toute simple. Vous n'avez pas parlé de Pierre Rabhi, et comme s'il était un peu dans la région, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, et si vous voulez accessoirement dire un petit mot de Rudolf Steiner et de la biodynamie. Merci. La question c'est sur Steiner, la biodynamie et Pierre Rabhi, c'est ça? Vous avez bien entendu la question? C'est ça. Ouais, j'ai pas parlé de Pierre Rabhi, alors qu'il est dans la région, et par ailleurs, est-ce que je peux parler de Steiner et de la biodynamie, c'est ça? Oui. D'abord Oui. Okay. Je vais commencer par Steiner et la biodynamie. Je vais faire comme ça, ce sera plus simple, je pense que vous verrez mieux. Alors Steiner. Bonjour. Steiner, il est là, ici. Steiner, il se situe dans un contexte assez particulier. Il se situe dans un contexte où on parlait beaucoup à son époque des agricultures dites de l'humus. En gros, la question c'était de savoir si l'humus il avait un rôle organique, il avait un rôle dans la croissance des plantes, ou s'il n'en avait pas, et si on pouvait complètement chimiser l'agriculture. En gros, c'était l'idée. Je résume beaucoup, mais c'était un peu ça. Steiner, lui, il a commencé à parler d'agriculture, non pas pour l'agriculture elle-même, mais dans le cadre beaucoup plus vaste et général de son approche, qui est une approche dite anthroposophique. En gros, Steiner, il considérait qu'il y a des êtres élémentaires et invisibles. Et que ces êtres élémentaires et invisibles, on est dans quelque chose d'assez, je vais dire, néo-néoplatonicien, c'est-à-dire il y a des espèces d'êtres invisibles qui s'incarnent dans la visibilité et les maladies ou les problèmes que nous allons voir dans l'incarnation sont un signe qu'il y a un problème aussi au niveau métaphysique, c'est-à-dire au-delà du physique. Et alors, la biodynamie, il a donné un cours aux agriculteurs dans les années 30 qui était en réalité une application de l'anthroposophie au domaine de l'agriculture. Steiner n'a rien de scientifique. La seule chose de scientifique qu'il peut avoir à la limite, c'est son langage, c'est-à-dire des éléments de langage. Par exemple, il va faire des préparations. Puis en fait, ça rappelle plutôt l'alchimie que la science, c'est personnel, mais ok. Par exemple, il y a la préparation 500 qui consiste à mettre de la bouse dans une corde et à l'enterrer pendant un certain nombre de temps pour ensuite la déterrer. Et alors la raison que Steiner donne de l'action de cette préparation sur la fertilité du sol où elle est répandue, c'est la corne agit comme une antenne pour le monde suprasensible. Elle permet de lier la Terre aux éléments élémentaires, aux êtres élémentaires, et donc de capter le pouvoir de fertilité qu'ils ont pour le répandre sur le sol. Voilà. Mais, pardon, excusez-moi, mais ça on connaît, hein, on se connaît le système. Moi, ce qui m'intéressait, c'était votre opinion sur Steiner et son apport. Alors, mon opinion sur Steiner, à moi personnellement, je pense que Steiner, c'est un moment de l'histoire de l'agriculture alternative qui a laissé des traces, mais qui, honnêtement, je ne vois pas personnellement ce qu'il a apporté aujourd'hui. Je ne vois pas comment Steiner est ce qu'il est en train de dire. Pour moi, c'est un autre monde, c'est un autre... j'ai envie de dire, pour moi, c'est un objet d'étude anthropologique, Steiner. C'est pas un objet d'étude qui peut vraiment permettre aujourd'hui de donner du corps à des alternatives pour permettre de résoudre des problèmes concrets et réels qu'on a dans l'agriculture. Merci pour la réponse claire. Et Pierre Rabhi. À titre personnel, de ce que j'en ai lu, je ne vois pas comment l'utiliser aujourd'hui. D'accord. La biodynamie, elle se base dessus. Je n'ai pas étudié la biodynamie contemporaine en détail, donc je ne peux pas m'avancer sur quelque chose que je ne connais pas. Je n'ai pas interrogé les gens qui font de la biodynamie. Je ne suis pas allée creuser dans la direction contemporaine de la biodynamie. Par contre, j'ai lu pas mal de trucs de Steiner et assez pour dire que je ne vois pas en l'état comment est-ce qu'il peut servir aujourd'hui à résoudre de manière concrète les choses. Et par rapport à Pierre Rabhi, j'en ai pas parlé parce que pour tout dire, j'avais déjà tellement de choses à faire avec l'ensemble des matériaux que j'avais dans le cadre de mon travail que Rabhi, je pense qu'il est très intéressant. C'est un monde à lui tout seul. Et d'un point de vue méthodologique, j'avais vraiment besoin d'en rester dans le cadre de la thèse, parce que la majorité de ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est des choses qui viennent de mon travail de thèse. Et donc dans ce cadre-là, j'avais vraiment besoin d'en rester à qui se définissait comme pratiquant la permaculture. Parce qu'en réalité, Pierre Rabhi, il y a plein de choses qu'il dit qui inspirent les permaculteurs contemporains.
dans lesquels ils se reconnaissent, et il y a des fertilisations croisées clairement entre ce que va dire Pierre Rabhi et ce que des gens pourraient dire dans le domaine de la permaculture. Je ne m'y suis pas intéressée parce que dans ce cadre-là, ça ne présentait pas vraiment d'intérêt pour expliquer un phénomène que je n'aurais pas réussi à expliquer autrement en réalité. Donc c'est pour ça que je n'en ai pas parlé aujourd'hui, parce que je ne l'ai pas mobilisé dans mes travaux. Ok, merci. Merci Anaïs, c'est une réponse. Non, mais vraiment, on a très très peu de temps parce que sinon on va mordre sur la troisième table ronde qui a toute son importance. Une seule remarque, question, et on va aller jusqu'à 4 heures, et déjà on est en... Oui. Alors, moi j'ai fréquenté un petit peu les milieux de permaculture et je suis quelqu'un qui est très critique de ces milieux. Mes critiques, elles se résument en 3 points, certains qui ont été abordés, d'autres non. D'abord, effectivement, c'est des milieux qui sont très perméables aux pseudosciences, voire même au complotisme. Il y a une très grosse perméabilité avec le survivalisme, et même avec maintenant des milieux écofascistes, c'est pour ça que c'est repris par que des extraits de valeurs de la permaculture sont reprises par des organisations d'extrême droite maintenant. Ensuite, ça c'est plus sur un point de vue politique. Ensuite, au sein de la permaculture, il y a aussi certains enjeux monétaires avec des conflits d'intérêts entre les gens qui produisent de la connaissance et leur propre survie économique, étant donné que il y a des gens qui vont payer des stages à 200, 250 € la journée, c'est les plus extrêmes, mais ça existe, et qui ensuite parlent comme des autorités de ce milieu, et du coup qui ont des biais gigantesques quand ils parlent de permaculture. Et qui font payer ça, en plus ils font payer des gens qui viennent faire des éco-constructions chez eux, et à la fin ils gardent un nouvel outil, un nouveau lieu, ou une amélioration de leurs conditions de vie matérielles, sans compter l'apport monétaire. Et après, il y a aussi, pour moi, quelque chose d'assez compliqué au sein de l'université populaire de permaculture, parce que finalement, la formation pour devenir formateur en permaculture se co-construit avec un tuteur. Donc elle n'est pas standardisée. Et donc on rentre dans un milieu où on peut trouver à boire et à manger très facilement. Il y a une... Rapidement, s'il vous plaît. Et en fait, ma C'est conclusion, une voilà. intervention, on la comprend, et Très bien. on peut même en partager l'esprit ici pour beaucoup d'entre nous. En fait, rapidement, parce qu'on a plus qu'une minute. Très bien, ma conclusion c'est que la permaculture c'est un milieu très décentralisé, et finalement c'est là qu'on peut mettre toute la critique de ça. Parce que ça permet l'existence de gourous, ça permet l'existence de gens qui vont avoir des comportements abusifs, qui vont être ascientifiques, alors que je suis sûr que ça a des bonnes choses à apporter, et voilà, j'aimerais vos avis sur ces points-là. Bon, mais Clément répondra à ça, et je pense que ça sera une très bonne conclusion à ce temps qu'on aurait. Clément, vas-y. Attends, Annie, tu veux y aller? Ou Anaïd. Ouais, je commence, comme ça vous finissez en vrai. Oui, la permaculture est un milieu extrêmement perméable aux pseudosciences. Oui, il y a des permaculteurs qui sont fascistes, j'en ai rencontré moi-même, ce qui était assez cocasse, puisqu'en effet, il y a des gens fascistes et antisémites, de manière... dans la permaculture, et oui, il y a un vrai rapport, il y a un vrai problème dans la manière dont certains groupes dans la permaculture, comme l'Université populaire de permaculture, essaient de s'approprier la permaculture, alors qu'elles n'ont pas la légitimité particulièrement, et essaient de faire autorité sur les autres avec des enjeux monétaires derrière. Je sursois tout ce que vous avez dit, et je pourrais rentrer dans les détails, mais on n'a pas le temps. Je pourrais donner de l'eau à votre moulin, mais oui, je suis d'accord, je pense que Clément a... Très bien, merci beaucoup Anaïd. Clément. Je vais faire très rapide, et si la réponse c'est oui, je suis d'accord. J'ai essayé à ma manière de lutter un peu contre ça. J'ai pas réussi, et je pense que le problème est systémique. C'est lié en fait au milieu alternatif. C'est que pour moi, n'importe quelle alternative, tu vas toujours répéter les mêmes modèles, que ce soit la permaculture ou que ce soit, je sais pas, la naturopathie ou peut-être des alternatives crédibles. Je pense que tu auras toujours le même problème.
Ce qui ne veut pas dire que le même mouvement dans un milieu institutionnel serait parfait. Mais je pense que le milieu militant produit ça. En permaculture, on parle de pattern, et pour moi, c'est un pattern lié au monde militant. Merci beaucoup Clément. Voilà, on vous remercie tous. Et on passe vraiment